Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour. Le Premier ministre est actuellement à Bétarab où il va rencontrer le président de l'association des victimes, Alain Lesquer. Il va rencontrer 8 victimes de Bétarab. Selon vous, le déplacement du Premier ministre à Bétarab est-il un aveu de culpabilité sur ce qu'il savait ou ce qu'il ne savait pas? Je n'ai pas la moindre information sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est que d'abord sur le fond de l'affaire, cette affaire est extrêmement grave et elle doit être prise au sérieux. On parle de faits qui remontent maintenant à plusieurs années, des faits abjects, ignobles, face auxquels la justice ne peut avoir le début d'une fébrilité dans le jugement qu'elle doit faire de ce type de crime. Maintenant, s'agissant de l'aspect politique de cette affaire et des déclarations du Premier ministre, il y a des déclarations devant la représentation nationale du Premier ministre et puis il y a une enquête journalistique qui vient prêter au Premier ministre François Bayrou la connaissance de ces faits. Je ne suis pas en mesure de sonder les cœurs et les reins. En tout cas, toute la lumière doit être faite sur ces affaires et le Premier ministre doit dire sa vérité, toute la vérité. S'il s'avère qu'il a menti devant la représentation nationale, alors c'est extrêmement grave. Mais comme d'ailleurs c'est tout aussi grave s'il est accusé et qu'il s'avère qu'il n'avait pas eu connaissance de ce type de fait. En tout cas, je crois que la lumière doit être faite parce qu'encore une fois, on parle d'une affaire qui sur le fond est d'une gravité extrême. Et justement sur l'enquête journalistique que vous venez de dire, notre chaîne a eu confirmation que le juge Mirande, donc un journaliste a été voir le juge Mirande dans son domicile, le juge Mirande nous a confirmé qu'effectivement il avait rencontré de manière certes informelle François Bayrou et que lors de leur échange, le juge Mirande lui a expliqué un cas concret d'agression sexuelle sur un gamin. Monsieur Bardella, votre crédit, alors Monsieur Bayrou dément formellement, votre crédit va vers qui? Vers le juge ou vers Monsieur Bayrou sur ces propos-là? Qui croyez-vous? Le juge ou Monsieur Bayrou? Je n'ai pas à croire ou ne pas croire, je ne suis pas magistrat, je suis un responsable politique et on ne peut pas concevoir, devant des faits d'une telle gravité, qu'il y ait eu un mensonge potentiel, hein, c'est pas la version de François Bayrou, mais encore une fois devant la représentation nationale. Donc je pense que c'est à la justice de se saisir de cette affaire, de permettre aux différentes parties d'exprimer leur vérité. On ne condamne pas quelqu'un sur la base d'une enquête journalistique. On est en état de droit, il y a des règles, il y a des procédés, et ces procédés ils doivent être, je dirais, mis en œuvre par la justice. Encore une fois, je ne peux pas sonder, je ne suis pas en mesure de sonder les cœurs et les reins, je n'ai pas d'éléments sur cette affaire. Mais s'il y a eu mensonge devant la représentation nationale sur des faits d'une telle gravité et d'une telle ignominie, alors le Premier ministre devra en tirer les conclusions. Encore une fois, je n'ai pas d'éléments. Voilà. Le Premier ministre a sa version, les journalistes qui ont enquêté sur cette affaire ont une version différente de la sienne. Il jette à minima une suspicion qui est extrêmement grave et on ne peut pas faire comme si cette affaire était mineure. Donc il doit effectivement y avoir maintenant une enquête et pouvoir permettre à chacun de dire sa vérité et d'en tirer les conclusions le cas échéant. Dernière question sur Bétarab. Monsieur Bayrou a déjà démissionné pour moins que ça quand il était ministre de la Justice. Il y a eu une procédure, il a démissionné tout acte. Est-ce que vous pensez que, eu égard à l'affaire, qui est quand même assez sordide, un Premier ministre peut rester en fonction ou est-ce que vous appelez à sa démission? Alors, au moment où je vous parle, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Mais encore une fois, s'il est avéré qu'il y a eu un mensonge il y a quelques jours devant la représentation nationale sur une affaire aussi grave qui engage au-delà de la conscience personnelle de celui qui tient les propos, et encore une fois, je ne jette le discrédit sur personne, je n'ai pas d'éléments pour me prononcer, mais à partir du moment où sur une affaire aussi grave et aussi abjecte, il y a à minima, où il pourrait y avoir à minima de la dissimulation ou du mensonge devant les parlementaires, oui, l'affaire est extrêmement grave et ça fragiliserait évidemment le gouvernement. J'aurais une autre question, mais je laisse un petit peu mes collègues. Oui, on en vient au local. Vous êtes aujourd'hui à Castres. Pour vous, la France, c'est pas que Paris. Heureusement que la France, c'est pas que Paris, et c'est un peu le prisme déformant de nos dirigeants politiques, c'est de n'apprécier la situation du pays qu'au travers de ce qui se passe à Paris. Mais au-delà de Paris, vous avez des millions de Français qui vivent loin des villes, qui vivent dans notre ruralité.
et qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, d'accès aux services publics, d'insécurité. Et précisément, le Rassemblement national, depuis très longtemps, a toujours voulu être la voix de ces territoires et de ceux qui ne font pas ou très rarement la une du 20h. Alors justement, vous le disiez, la ruralité aussi. C'est aussi la France. Ici, le département du Tarn, c'est demi-urbain, demi-rural, dont l'agriculture, c'est important ici. Vous auriez un mot pour les agriculteurs qui manifestent de plus en plus leurs difficultés quand même, hein? Le problème, c'est que les agriculteurs, ils n'attendent pas des mots aujourd'hui, ils attendent des actes. Parce qu'on leur dit beaucoup qu'on les aime, mais je pense que nos agriculteurs qui aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de leur travail, qui subissent l'inflation de normes qui vient de l'État français, du Parlement européen et la multiplication d'accords de libre-échange qui les met en concurrence avec des produits du bout du monde qui ne respectent aucune des normes économiques, sociales, sanitaires ou environnementales qu'on leur impose, crée aujourd'hui une détresse sans précédent dans le monde agricole. En réalité, quand on se bat pour défendre l'agriculture, on se bat aussi pour défendre la ruralité et pour défendre nos villages. Nos agriculteurs ont façonné nos territoires. Ils permettent à notre pays de disposer de sa souveraineté alimentaire et moi je ne me résous pas à ce qu'une grande puissance comme la France voit son agriculture disparaître. Je serai dans quelques jours pour 48 heures au Salon de l'Agriculture, comme chaque année, pour redire à nos agriculteurs notre attachement à leur profession et l'urgence aujourd'hui de les protéger de la concurrence déloyale, de faire le patriotisme économique pour leur donner une priorité d'accès dans les marchés publics, de sortir l'agriculture des accords de libre-échange pour faire en sorte qu'on puisse négocier des accords commerciaux au cas par cas lorsqu'on y a intérêt, et pour évidemment mettre fin à cette inflation de normes qui est inspirée de l'écologie punitive, alors que nous avons une agriculture qui est parmi la plus propre au monde et qui vise à durcir toujours plus les contraintes sur nos agriculteurs tout en continuant à faire venir dans nos assiettes des produits qui respectent aucune de ces normes. Et on a le sentiment que la Commission européenne et le président de la République depuis 7 ans ne veulent plus de l'agriculture en France. C'est pas mon intention, très loin de là. Monsieur Barbella, Rémi Lebreur, de journal ici à Castres. Votre ouvrage s'intitule Ce que je cherche. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans le Tarn? Rencontrer nos lecteurs et nos électeurs, même si je pense que les deux se mêlent un petit peu quand vous faites un livre politique. On est dans un département dans lequel on ne cesse de progresser élection après élection, dans une région qui accorde depuis peut-être plus longtemps que d'autres régions sa confiance, chaque jour davantage au Rassemblement national. Et le RN apparaît aujourd'hui comme une force d'espoir pour des millions de Français qui veulent tourner la page de 7, bientôt 8 années de présidence Macron. Donc on travaille à l'alternance. Et ce livre, c'est aussi le moyen d'exprimer mes idées, de faire partager mes sentiments avec les Français qui nous ont suivis dans cette année 2024 qui a été une année extrêmement vertigineuse pour nous. Et donc je suis venu à leur rencontre parce que je conçois la politique au travers de la proximité. Voilà. Vous pensez résolument que le moment du Rassemblement national est venu? Je pense qu'il viendra. Je pense qu'il viendra. En tout cas, je travaille pour et je fais le constat qu'on arrive chaque jour davantage à convaincre des Français qui viennent de tout milieu, de tout horizon, à convaincre un électorat orphelin à droite, d'un leader, d'un projet, d'une incarnation. Et on est le parti de ceux qui aiment la France, qui veulent la défendre. Le parti de la France du travail, qui est aujourd'hui capable de convaincre les classes populaires, les classes moyennes, d'exprimer une volonté de protéger le pouvoir d'achat, et en même temps d'être au soutien très clair et très revendiqué de nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, pour faire repartir l'économie française. Donc on apparaît aujourd'hui comme une offre crédible d'alternance. On démontre, je crois, chaque jour à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, et je l'espère demain dans plusieurs dizaines de municipalités. Et on va continuer à travailler avec beaucoup de modestie parce que le moment que vit le pays impose beaucoup d'humilité et surtout est une injonction à l'action pour nous qui sommes peut-être là à une petite marge du pouvoir. Donc oui, bien sûr qu'on va travailler. Et je suis aussi ici dans ce cadre-là, oui. Une motion de politique nationale, mardi ou mercredi, alors je me trompe peut-être, motion de censure du PS, c'est mardi, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est mardi, sur motion de censure du PS sur la vague maintenant. Oui, migration. Oui, moi je sais plus. Voilà. Le Parti socialiste oui. est horrifié que, oui. À la tête de l'État, on dise qu'il y a une submersion migratoire. Voilà, Il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus aujourd'hui de Français issus des classes populaires qui votent pour le Parti socialiste. Parce que le Parti socialiste est absorbé par son alliance avec le nouveau Front populaire et est totalement déconnecté de la réalité sécuritaire et migratoire que vit aujourd'hui le pays. Donc évidemment que nous ne voterons pas cette motion de censure qui vise en fait à accréditer la nécessité d'une politique d'immigration toujours plus importante dans notre pays. Je considère que l'immigration qui atteint des niveaux records aujourd'hui est peut-être l'un des plus
grand défi qui se pose à notre société, puisqu'il remet en cause les grands équilibres économiques, sociaux, sécuritaires, culturels de notre pays. Et si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous déclencherons très vite un référendum sur l'immigration, parce que je pense qu'il y a urgence absolue à traiter cette question aujourd'hui. Pour moi, c'est bon, merci monsieur. Je reviens un peu sur le local. Castres, le Tarn, l'Occitanie, c'est une terre de rugby. Et vous disiez, le rugby a des valeurs qui vous ressemblent un peu. Oui, alors je ne vais pas faire les... Vous savez, il y a parfois les politiques qui font semblant de s'y connaître en foot, en rugby. C'est plutôt l'automobile. Je ne vais pas faire semblant de... C'est plutôt l'automobile. Je vais pas faire il y a semblant le circuit d'Albi à côté. Je ne vais pas faire semblant de m'y connaître, mais il y a dans le sport et surtout dans le rugby des valeurs de fraternité, de solidarité, de fierté, de porter le maillot. Qui sont des valeurs que j'aime, que j'apprécie, mais qui sont, je crois, des valeurs partagées par beaucoup de Français. Et c'est peut-être pour ça que les Français aiment vibrer au son de la Marseillaise ou de leur club local. Ouais. Une petite question, encore une fois sur la politique nationale, je reviens un petit peu là-dessus. Il va y avoir les élections au sein des partis les Républicains. Il y a des adhérents qui vont pouvoir voter, mais qui sont désormais partis dans l'alliance avec Éric Ciotti, mais qui pourront voter pour cette alliance. Est-ce que vous avez un petit mot, une préférence entre les deux candidats pour l'instant qui se sont déclarés, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau? C'est la combienième guerre des chefs là? Parce qu'on a l'affrontement et la bataille des chefs tous les 5 ans. On ne peut pas dire que ça a été extrêmement bénéfique au Parti des Républicains. Donc j'ai pas d'avis, j'ai pas de préférence. La question, c'est comment est-ce que Bruno Retailleau, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, peut rester dans un gouvernement assis à une table autour de socialistes et de macronistes qui considèrent que nos entreprises doivent moins produire, que la France doit continuer d'accueillir une immigration toujours plus importante, qui a maintenu à niveau équivalent l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière, qui refuse de faire un référendum sur l'immigration, qui tolère le port du voile pour les accompagnatrices scolaires. Donc ça pose maintenant la question de la crédibilité des postures de Bruno Retailleau, qui passe de la douce musique à mes oreilles à celle des électeurs du Rassemblement national, mais qui gouverne exactement comme les macronistes. Et je pense que dans la période actuelle, dans le moment que vit le pays, on ne peut plus se permettre de faire de la communication ou de faire des grandes déclarations d'intention, parce que derrière la réalité de l'immigration et de l'insécurité, il y a des Français qui souffrent tous les jours. Et c'est aussi une injonction à l'humilité, à la sincérité et à l'action. Il y a eu le drame à Grenoble avec la grenade dans le bar. Et Bruno Retailleau était hier, il a parlé d'attentats à un moment donné sur le narcotrafic. Il a parlé, ouais. Il en fait son cheval de bataille. Beaucoup alertent sur l'ampleur du narcotrafic aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'au moins ça, on peut est-ce qu'au moins là-dessus, on peut voir des actes? Mais quels actes? Bloqués ou pas? Le plan IA avec les 25 villes sur la sûreté des villes. Mais comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle du trafic de drogue aujourd'hui si on ne reprend pas le contrôle de nos frontières? Bon, moi, le parti de M. Retailleau, qui est représenté par François-Xavier Bellamy au Parlement européen, il soutient le pacte européen pour les migrations, qui vise à affaiblir les frontières nationales et à accélérer la relocalisation des migrants dans les villes et les villages français. Donc encore une fois, on entend de leur bouche des propos qui sont effectivement avec lesquels moi je suis souvent en accord, parce que bien souvent c'est les miens ou ce sont ceux du Rassemblement national. Mais je veux dire, les électeurs du Rassemblement national, ils ne sont pas dupes. Qu'est-ce qui est fait en acte? Qu'est-ce qui est concrètement fait? Moi j'ai entendu il y a quelques semaines Bruno Retailleau déplorer le budget de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire déplorer qu'on offre la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière, considérant à juste titre que c'était une pompe aspirante. Ça n'a pas été remis en cause dans le budget. Monsieur Retailleau, il reste dans un gouvernement qui est peuplé de profils politiques immigrationnistes et qui défendent la culture de l'excuse en matière pénale. Donc, les mots c'est bien, mais les actes c'est mieux, et pour l'instant il n'y a pas d'actes. Une dernière question pour ma part, une petite réaction sur le discours de Vance hier à Munich du vice-président américain devant la commission de sécurité, le nom exact. Conférence de Munich. Comment est-ce que vous avez vu, est-ce que ce discours va rester vous, est-ce que c'est un moment, qu'est-ce que vous en retenez vous? J'en retiens que les peuples sont en train de se réveiller partout dans le monde, et que le mouvement extrêmement politique qu'a vécu l'Amérique
de réappropriation du pouvoir par les classes moyennes, par les classes populaires, par l'élite entrepreneuriale. Cette volonté de ne pas disparaître, elle s'exprime aussi, elle est en train de s'exprimer aujourd'hui dans beaucoup de démocraties occidentales en Europe. Et il est clair que l'analyse qui a été formulée par le vice-président américain est une analyse extrêmement lucide. Maintenant, il ne faut pas être dupe. Moi, je défends l'indépendance de la France. Et en réalité, l'Amérique de Trump lance à la France et à l'Europe le défi de la puissance. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui en Europe de défendre nos intérêts comme le font toutes les grandes puissances dans le monde qui réussissent dans la mondialisation? Le courant d'idées qu'on incarne en France, qu'incarne Meloni en Italie, le FPO en Autriche, le Vlaams Belang en Flandre, Viktor Orban en Hongrie, et évidemment un peu plus largement Donald Trump aux États-Unis, c'est un mouvement qui est aujourd'hui dans le sens de l'histoire et qui est dans le sens de ce que veulent aujourd'hui une majorité de Français. Et ce que dit Vance est assez lucide. Le discours dominant aujourd'hui n'est plus le discours majoritaire dans le pays. Et je crois qu'il a raison de s'inquiéter d'une dérive orwellienne aujourd'hui, de toute une partie de la gauche qui milite pour restreindre la liberté d'expression. Et la liberté d'expression est aujourd'hui en danger dans notre pays. Elle l'est du fait du militantisme de gauche et d'extrême gauche, qui se réjouit après un harcèlement ciblé qu'une chaîne de télévision comme C8, qui est la première chaîne de la TNT, mette la clé sous la porte, avec les conséquences que ça peut avoir derrière en termes de chômage et de salariés qui seront laissés sur le carreau, qui manifestent contre des promotions de livres de responsables politiques, qui dansent de manière absolument ignoble et abjecte sur la mort d'un adversaire politique. Cette gauche-là, à visage inhumain, elle menace clairement la liberté d'expression. Et moi, je me bats pour défendre précisément la liberté d'expression en France comme en Europe et contre l'existence d'une pensée officielle et d'une pensée orwellienne. Ce qui menace aujourd'hui les valeurs de la République, comme ils disent, c'est la gauche, oui, bien sûr. Merci beaucoup, c'est terminé.